Alors aujourd'hui, direction Paris pour rencontrer Camille Montaz, une jeune autrice et créatrice de contenu qui vit avec ce trouble depuis l'adolescence. Camille a longtemps caché ses cicatrices avant de choisir d'en parler à visage découvert. Salut Marie. Salut Camille. Bienvenue, entre. Merci. Chaque matin, Camille affronte un face-à-face qu'elle redoute encore un peu, son miroir. Il y a quelques années, face à lui, elle ne pouvait pas s'empêcher d'abîmer sa peau. C'était un peu comme une décharge émotionnelle. J'ai l'impression que je rentrais, souvent je prenais même pas le temps d'enlever mon manteau. Je fonçais direct en fait dans la salle de bain. Et là, je me collais hyper proche du miroir et je regardais tout, j'inspectais et j'attaquais. C'est comme si je rentrais dans une sorte de transe où j'avais plus de notion du temps. Je pouvais faire des crises qui duraient 4-5 heures. Et ce qui est fou, c'est que sur le coup, j'avais pas conscience de ce que j'étais en train de faire. Je ressentais même pas la douleur. Malgré les lésions que ça pouvait me faire et malgré le fait qu'in fine, j'attaquais ma peau, sur le coup, ça me faisait du bien. J'étais mon propre bourreau, mais aussi l'arme du crime, elle était sur moi. Et c'est ça qui est hyper dur avec un trouble comme la dermatillomanie, c'est que c'est sur nous en permanence. Donc c'est ça qui rend d'autant plus difficile le sevrage, entre guillemets. Ces gestes répétitifs, Camille les faisait pour apaiser ses angoisses, évacuer un trop-plein d'émotions. Un cercle vicieux qui prend forme à l'adolescence avec l'apparition de l'acné. Ma peau, elle commençait à occuper une place énorme dans ma vie. Donc autant dans le temps passé que même dans les pensées. C'était vraiment un truc qui m'accaparait l'esprit. Je pensais qu'à ça tout le temps. En fait, ma peau, elle devenait un exutoire et un support pour décharger en fait des émotions qui étaient trop fortes, qui partaient dans tous les sens, et peut-être aussi que je voulais pas regarder en face. Mais au bout d'une année ou deux, quand en fait on s'est dit 100 fois demain j'arrête et que ça marche pas, c'est pas comme les autres quoi. Il doit y avoir autre chose. Décidée à comprendre ce qui lui arrive, Camille se lance dans des recherches jusqu'au jour où elle découvre un article qui parle de ce comportement compulsif, la dermatillomanie. Pour elle, c'est le déclic. Je me suis dit, mais en fait, c'est exactement moi. C'est un trouble, en fait. C'est pas juste un manque de volonté, c'est pas juste moi qui suis faible ou nulle. J'ai une pathologie, quoi. Et donc, ça veut dire que si c'est reconnu comme une maladie, ça veut dire qu'il doit aussi y avoir des solutions. Après 10 ans d'isolement et un long travail thérapeutique, Camille apprend à gérer ses émotions et à maîtriser ses crises. Elle sort petit à petit de la dermatillomanie. Aujourd'hui, je me considère guérie parce que je suis plus du tout esclave du trouble. Par contre, je sais que je dois rester vigilante et je sais ce que je dois faire et ne pas faire pour pas qu'une crise arrive. Camille comprend alors qu'elle doit briser le silence. C'est donc à visage découvert et sur les réseaux sociaux qu'elle livre sa parole et ses conseils pour aider celles et ceux qui souffrent eux aussi de la dermatillomanie. Je me suis dit, en fait, ça, il faut que je le partage. Même si ça touche 2 personnes, je veux écrire des choses dessus, je veux partager. Et le compte Instagram, il est né comme ça. Touchée par l'ampleur des réactions de sa communauté, Camille décide d'aller plus loin. Elle écrit un livre où elle partage son expérience, ses douleurs et surtout le chemin qui l'a menée vers la guérison. Salut! Ça va bien? Oui, et toi? Bah oui, ça fait plaisir. Mais oui! Trop contente. Ce soir, elle retrouve ses lectrices, toutes concernées par la dermatillomanie, pour un moment d'échange, de soutien et de reconnaissance. J'étais hyper contente, entre guillemets, de savoir qu'il y avait d'autres personnes, en fait, qui avaient ce comportement-là parce que je pouvais potentiellement aller leur parler, potentiellement être entourée et être comprise. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que pendant toute mon adolescence, j'étais hyper isolée dans ce trouble-là. Je pensais vraiment que j'étais un cas désespéré. Je connaissais personne qui souffrait de ça. Ça permet en fait de créer du lien, de se sentir moins seule. Donc voilà, c'est l'espoir. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même, parce que si elle regarde, c'est hyper joli d'avoir eu le courage de témoigner comme ça. C'est dingue, elle a quand même utilisé des mots d'arme du crime. Je trouve ça dingue, qu'elle était son bourreau. C'est un truc de fou. Et en fait, ce phénomène-là, il touche 2% de la population, surtout les femmes. Et ça apparaît notamment, la période évidemment la plus ingrate, c'est la période de l'acné. Alors moi, je ne suis pas médecin, je ne me permettrai pas de donner de conseils. Mais moi, j'ai vécu ce truc-là, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, de rougir. Et en fait, il y a des moments, j'arrivais plus à aller dans la rue, me promener de peur de croiser quelqu'un, qu'on me dise un truc qui allait me faire rougir. Moi, j'étais comme ça aussi. C'est fou. C'est passé, c'est bizarre. C'est ça. Et je pense que j'aurais bien aimé pouvoir en parler. Alors, on peut en parler à ses parents et tout, mais je pense que là, aujourd'hui, il faut qu'on se dise que quand tu as un énorme bouton sur la tronche,
bah, tu l'assumes et on en rigole. Mais c'est pareil pour tout. L'important, c'est de le dire et de le verbaliser. Les rendez-vous amoureux, Arnaud, c'était compliqué? Il y a des moments, c'était chaud. Hein. Franchement, il y a des moments, je me disais, mais non, pourquoi il est là aujourd'hui? Moi, c'est horrible, et plus on rougit. C'est-à-dire qu'en fait, on sent que ça monte et on se dit, ah non, non, je vais pas rougir là maintenant, alors qu'il est en train de me faire une déclaration d'amour, je vais être immonde, et c'est pire que tout. Et en parlant de rougir, Agathe, Émilie a une question à ce sujet. Bah oui, justement, moi je voulais savoir pourquoi quand on a peur de rougir, on finit par rougir 10 fois bah voilà. plus. On y est. Et ben en fait, c'est ce qu'on appelle une boucle psychosomatique. Ça a même un nom, on appelle ça le piège du rougissement. Parce qu'en fait, le fait de rougir, ça déclenche une réaction de stress, donc ça active notre système sympathique, et donc ça vasodilate les petits capillaires, les petits vaisseaux qu'on a au niveau du visage, et donc la peau prend cette coloration rouge. Et la peur de rougir déclenche les mêmes réactions, ça déclenche en fait les mêmes signaux. Et du coup, c'est un mécanisme qui est auto-entretenu, c'est un mécanisme de stress. Et donc, ce qu'il faut pour casser cette boucle, c'est essayer de se déconditionner. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayer de se focaliser sur autre chose que la coloration de son visage, donc par exemple sur sa respiration. Pensez aussi que rougir, c'est pas un signe de faiblesse. Moi, je trouve ça très mignon, par exemple. Mais c'est surtout juste l'expression d'une émotion. Voilà. Et après, si vraiment c'est quelque chose de très handicapant, il y a des thérapies comme ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. C'est quand on a un comportement un petit peu compulsif ou qu'on n'arrive pas trop à réguler. Ça peut marcher aussi. Et puis des techniques un petit peu de relaxation. Mais bon, voilà, c'est parce que ça active les mêmes circuits. Alors, on a vu que le stress entretient une inflammation de fond via la libération en trop grande quantité du cortisol. Une inflammation qui favorise ou aggrave des pathologies cutanées telles que l'eczéma, le psoriasis ou encore l'acné. Et une des solutions se trouve dans l'assiette. Et on fait la démonstration avec notre cuistot préféré, Héloïse Brion. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un adjectif qui vous va moins bien que cuistot, qui n'est pas un adjectif du reste, mais un nom, cuistot, parce que vous n'êtes quand même pas du tout un cuistot. Non, enfin, moi, je dis que je suis cuisinière. Voilà, les cuisinières. Mais vous j'aimez bien quand même. Donc, vous pensez qu'on n'est pas obligé de demander une ordonnance à Abigail, on peut calmer une inflammation sans médoc, juste avec ce qu'on a dans l'assiette? Alors, en partie, oui, je pense qu'après, ça dépend. Mais je pense qu'on sait très bien que notre intestin, c'est quand même notre dernier cerveau, notre deuxième cerveau. Et donc, du coup, forcément, tout ce qu'on va manger va aider aussi par rapport aux inflammations qu'on peut avoir. Et ça va aider aussi au niveau du stress, des choses. Et il y a certains aliments qui ont des nutriments qui vont justement aider avec tout ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on met dans son assiette pour aider? Pour aider, alors des fruits, des légumes, des choses qui vont des protéines. C'est surtout la variété qui va être importante pour aider pour tout ça. Il y a certains aliments qui aident plus que d'autres. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer justement une recette toute simple. Mon Dieu. Je sors. Oh là là, J'ai mon petit chapeau comme ça. Ça fait son petit effet. Et donc, du coup, c'est un saumon rôti avec des épices, de la courge. Et donc, du coup, la courge va nous aider aussi au niveau pour nous détendre, etc. Les choux de Bruxelles, moi j'adore les choux de Bruxelles. Ils aident aussi avec le cortisol d'ailleurs et à nous faire du bien. La feta va apporter de la protéine et du calcium. Le saumon, des omégas aussi qui vont nous faire du bien. Et tout ça, ça va aider vraiment. C'est vraiment un... On va regarder comment faire, hein, parce que là, maintenant que vous nous montrez ça, nous, on veut le faire à la maison. Donc, prenez des notes. On va regarder en image. Alors, de quoi on a besoin? Alors, on a besoin, là, j'ai pris... Alors, ça peut être n'importe quelle courge. Là, c'est du potimarron. Je mets un peu d'huile d'olive. J'ai mis du cumin, les choux de Bruxelles. J'aurais mis un peu de curcuma aussi. C'est une très bonne épice pour aider... ça, c'est anti-inflammatoire. Hein. C'est anti-inflammatoire. C'est bon pour le mental aussi. C'est très bon pour le mental. Et après, j'ai fait un petit mélange pour le saumon, où je mélange de la cannelle et du garam masala avec un petit peu d'huile. Là, j'ai mis de sésame toasté, mais ça peut être de l'huile de noisette, parce que les noisettes nous apportent aussi des bons gras qui nous aident à nous détendre. On met tout simplement tout ça sur le saumon et on va mettre au four pendant une vingtaine de minutes. Ça va créer cette petite croûte comme ça. Vous pouvez les faire à la plancha aussi, ça marche très très bien. Et ensuite, on rajoute un petit peu d'aneth, de zeste de citron bio, très important, la feta. Donc, oui, quand on prend la peau du citron, il faut quand même qu'il soit bio. C'est vraiment bio, parce que c'est tellement traité que c'est vraiment important.